Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle table ronde de l'OL Mag qui est consacrée cette fois à l'équipement optique des sportifs. Nous allons le voir, il s'agit d'un segment porteur qui mérite d'être travaillé mais pas n'importe comment. À mes côtés pour en parler, Erwan Lestrohan, directeur d'études du département Opinion de BVA. Bonjour Erwan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas Serriès, directeur général de Zeiss Vision Care France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec nous également Gilles Demetz, directeur général de la société Demetz. Bonjour. Bonjour Gilles. Mathieu Dewaal, propriétaire des magasins Envie d'Optique à Avion et Anzin-Saint-Aubin, c'est ça dans le Pas-de-Calais. C'est bien ça, bonjour. Bienvenue Mathieu. Et Renaud Lemoine qui est également opticien dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour Renaud, donc bienvenue à tous. Alors on va d'abord parler de la cible du segment sport, donc des Français et du rapport des Français au sport. Alors Erwan, est-ce que les Français adorent le sport? Est-ce qu'ils aiment le sport? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que quand on interroge les Français sur leur rapport au sport, on voit que c'est une chose dont ils sont très proches. 9 Français sur 10 disent qu'ils aiment le sport. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qui varient énormément. Il y a le sport qu'ils aiment regarder à la télévision. 50% des Français disent qu'ils aiment regarder à la télévision. Il y a le sport qu'ils pratiquent. 60% des Français pratiquent une activité physique de façon hebdomadaire. Et il y a aussi les sports qu'ils préfèrent pratiquer. Par exemple, il y a des Français qui préfèrent pratiquer le ski. Pour autant, ils n'ont pas l'occasion de pratiquer le ski chaque semaine. Voilà. Donc il y a des grandes variations. Mais c'est vrai qu'il y a un intérêt qui est fort dans la population. Il y a seulement un Français sur 10 qui dit ne pas aimer le sport. Donc on est sur un loisir extrêmement diffus. Et est-ce que vous avez senti une évolution ces dernières années? Est-ce que ce rapport au sport est allé crescendo? Non, on est sur une pratique qui est quand même très très stable. La part de Français qui sont 60% à avoir une activité hebdomadaire est stable depuis une dizaine d'années sans bouger. Par contre, ce qui peut bouger, c'est l'intérêt pour le sport, pour l'actualité sportive d'un sport en particulier. Par exemple, on a des pics d'intérêt au moment des grandes compétitions. Quand il y a des JO, on trouve un intérêt accru pour l'athlétisme. Quand il y a une Coupe du Monde de football, on a des booms de prise de licence dans les clubs de football. Donc voilà, il y a des petits pics ponctuels quand il y a des grandes compétitions très marquantes. Ça peut aussi être le cas pour le Tour de France ou pour Roland-Garros. Mais globalement, le niveau de pratique et d'intérêt est assez stable dans le temps. On va rentrer dans les détails des Français qui pratiquent un sport. Donc vous disiez, il y a 60% des Français qui pratiquent un sport, une activité de loisirs sportifs. Voilà, qu'une activité sportive au moins hebdomadaire. Voilà, au moins hebdomadaire. Est-ce que vous avez des détails sur ceux qui vraiment sont hyper réguliers, font du sport tous les jours, de manière un peu plus, ou un peu plus aléatoire? Oui, on sait que 1 à 2 Français sur 10 ont une activité physique chaque jour. Maintenant, à l'intérieur de cette activité physique, il y a des choses quand même qui sont très hétérogènes. On a par exemple des Français qui pratiquent le jogging, le cyclisme. Ça, c'est les deux sports qu'on retrouve le plus dans le niveau de pratique. Pour autant, le sondage reste du déclaratif. Donc quelqu'un qui dit qu'il pratique la marche à pied c'est le sport qui revient le plus dans les sondages. Quelqu'un qui dit qu'il pratique la marche à pied, c'est peut-être quelqu'un qui va au boulot à pied, qui dit voilà, je pratique la marche à pied. Pour autant, ça n'a pas de réalité sportive. Oui, pour ça, il n'a pas besoin d'avoir un équipement spécifique, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Sur la pratique sportive, par exemple, c'est vrai que quand on fait des sondages, on s'attend à voir le football, par exemple, très haut dans le taux de pratique. Le football, c'est moins d'un Français sur 10 qui le pratique, ne serait-ce qu'occasionnellement, parce qu'il y a une différence entre les sports grand public et les sports qu'on va dire d'aficionados. Le football, c'est le sport qui a le plus de supporters en France, mais c'est aussi celui qui a le plus de détracteurs. Donc, selon les disciplines, il y a des niveaux de pratique et des intensités de pratique qui ne sont pas forcément soit dans le champ hebdomadaire, soit dans le champ grand public. Donc, ça explique qu'il y a des petites différences dans les sports pratiqués. Et donc, ces sports pratiqués, donc on a parlé de la marche à pied, est-ce qu'on sait quel est le sport qui est le plus pratiqué en France? C'est le jogging. C'est le jogging. Voilà, en déclaratif. Et dans le top 3, dans le top trio 3, de tête, c'est jogging, ski, cyclisme, dans celui qui est pratiqué au moins occasionnellement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec l'ajout de la natation dans les sports que les Français préfèrent pratiquer. D'accord. C'est le cas particulier du ski. C'est un sport que les Français aiment beaucoup pratiquer. Pour autant, ils n'ont pas l'occasion de le faire très régulièrement, parce que nécessairement, ça amène le besoin d'une montagne. Et voilà, donc il y a quand même cette problématique de l'équipement et du matériel à disposition pour réaliser le sport. D'accord, donc on va parler d'argent lié au sport. Quand on fait un sport, il y a un budget qui va avec pour s'équiper. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce budget et est-ce qu'on sait s'il a été impacté par la crise qui sévit en France depuis quelques années? Oui, alors on a des éléments là-dessus. On est sur un budget de 200 €
en moyenne par an pour le sport chez les Français. 200 euros, c'est à la fois beaucoup et peu, c'est-à-dire que c'est une moyenne, donc c'est le biais des moyennes dans les sondages, c'est qu'il y a des gens qui investissent des sommes très importantes dans des abonnements à des clubs, dans des équipements, et il y a des gens qui investissent très peu, et là encore, on est à la croisée des chemins, selon le sport qu'on pratique, les montants sont très différents. Pour la gym, le fitness, les coûts des abonnements sont élevés. Pour le jogging, on est plus sur de l'équipement plus réduit, et avec un point aussi important à avoir en tête, c'est qu'il y a des sports dans lesquels on dépense beaucoup pour l'équipement, et il y a des sports dans lesquels on dépense beaucoup pour la cotisation. Toujours sur les chiffres qu'on peut donner un peu sur les Français, ils sont 71% à avoir été déjà membres d'un club ou d'une association sportive. Sur le budget et l'impact du contexte de crise, on avait interrogé les Français en 2014 dans un sondage sur l'impact du contexte de crise sur leurs dépenses en matière sportive. Globalement, ils étaient 6 sur 10 ou 7 sur 10 à nous dire que ça n'avait pas changé leur niveau d'investissement, et que quand ils se tournaient vers des investissements moins élevés, c'était la cotisation sportive qui se réduisait. D'accord, parce qu'en fait, on est peut-être sur une notion d'achat plaisir qui finalement ce n'est pas un achat contraint. On se fait plaisir quand on achète des produits liés au sport ou quand on s'inscrit pour une activité sportive. Donc c'est comme ça que vous expliquez que ça n'a pas été impacté par la crise ? C'est du moins pas un domaine dans lequel les Français sont à la recherche de bons plans. C'est peut-être comme ça qu'on peut plutôt l'expliquer. On n'est pas encore dans la recherche de bons plans sur l'équipement sportif, mais plutôt sur le fait de bien s'équiper, de se faire plaisir. On est vraiment dans le champ du loisir pour lequel les Français ne réduisent pas encore leurs dépenses et sont prêts à des investissements significatifs, dans la mesure où c'est des moments à la fois de détente, d'avoir la possibilité de se dépenser. Donc c'est des moments particuliers pour lesquels les Français maintiennent un investissement significatif. D'accord, donc effectivement, on voit avec ce que vous dites qu'il y a une cible qui est extrêmement importante, qu'en plus, il y a moins de contraintes budgétaires pour tout ce qui est achat d'équipements liés au sport. Mais alors du coup, quand on parle d'équipements de sport, est-ce que les Français intègrent cette notion de lunettes ? Renaud ? Est-ce que vous pensez que vous, quand on achète, est-ce qu'on pense spontanément, tiens, je fais du running, donc je vais m'acheter des lunettes spécialement ? C'est vrai que je ne suis pas convaincu que, en termes de lunettes, pourquoi pas quand on fait du sport. En termes d'équipement à la vue pour nous opticiens, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose d'hyper évident pour les gens, d'hyper évident dans la faisabilité et dans le prix. Dans la tête des gens, je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'ils ne savent pas, parce qu'on communique mal, pas forcément bien, parce que effectivement il y a l'image de la lunette principale qui peut paraître chère, et donc l'équipement de sport va lui aussi arriver sur des coûts importants. Donc je pense qu'il y a une mauvaise connaissance du secteur de la part à la fois des opticiens et du relais aussi vis-à-vis du grand public. Donc je parle moi surtout de l'optique correctrice. D'accord. Voilà. Mathieu, vous, est-ce que les sportifs, quand on parle de la cible des sportifs, vous trouvez que la plupart des sportifs pensent que les lunettes peuvent faire partie intégrante de leur équipement ? Tout va dépendre des sports dont on parle. C'est vrai qu'il y a des sports, on va dire, l'équipement optique correcteur, finalement, ne peut être que accessoire. Dans d'autres sports, on va dire, c'est vrai que ça devient vraiment essentiel si on veut vraiment, on va dire, monter en performance. Donc c'est vrai que dans un premier temps, la lunette correctrice sportive, c'est pas forcément le premier intérêt, on va dire, de ces personnes-là. C'est d'abord les équipements, les lunettes viennent par la suite. Est-ce que vous, quand vous parlez d'équipements de sport dans vos études, vous ne segmentez pas par produit les chaussures, la tenue, les lunettes, le casque ? Non, on n'a pas de segmentation particulière ni de données, mais ce qui est important, c'est de remettre en perspective un peu avec la taille des marchés. C'est que le jogging étant un marché très large, le potentiel marché pour les chaussures est nécessairement élevé. Plus le marché est large, plus le potentiel est élevé. Il faut pas être, il faut réfléchir sans avoir en tête la dépense produit par produit, mais plutôt taille de marché. Et en l'occurrence, les sports de niche ont nécessairement des potentiels marchés qui sont plus réduits, parce que le casual, en fait, c'est vrai que il y avait cette problématique pour les jeux vidéo il y a une quinzaine d'années en France. Vous savez, les jeux vidéo, c'était un marché de puristes, de gens qui jouaient à des jeux où on se tirait dessus et tout ça, qui était finalement un marché de niche.
Et du coup, on essayait d'intéresser des gens à un marché de niche avec, en mettant en évidence la qualité des graphismes, de la dimension aventure. Finalement, est apparu ce qu'on appelait le casual gaming. C'est le jeu vidéo qui est finalement très simple, où c'est les jeux de mémoire, la Wii où on peut jouer au bowling avec des amis. Et finalement, là, on se met à intéresser une cible extrêmement large. Et du coup, le marché devient plus large et on touche plus des puristes et les codes changent. Pour le sport, on voit avec le jogging, on a ce phénomène-là, par exemple, en ce moment. C'est vrai qu'il y a une dimension, se gérer soi-même dans sa pratique sportive qui est significative, et donc un marché plus large. Et c'est les éléments, les petits basculements de tendance à avoir en tête. C'est l'ouverture du marché à une pratique un peu casual et quotidienne, mais non nécessairement formalisée dans des clubs qui transparaissent ce qu'on a dans les sondages. D'accord. Alors Gilles, votre société, vous, elle est historiquement sur le sport depuis quelle année déjà ? 1950. 1950. Donc, alors vous faites des lunettes de sport depuis toujours. Et est-ce que vous observez de la part des clients, des porteurs de lunettes, enfin, ou pas de lunettes justement, est-ce que quand on parle d'équipement de sport, ils mettent les lunettes dedans ? Alors, pas effectivement dans un premier temps. Dans un premier temps, ils pensent plutôt à l'équipement général. Les lunettes viennent effectivement dans un deuxième temps, sauf si l'équipement en lunettes ou masque est un équipement important et nécessaire pour la pratique du sport, comme par exemple le masque de plongée. On ne peut pas plonger sans avoir un masque. On ne peut pas faire du ski sans avoir un masque de ski ou une paire de lunettes ou de lunettes de glacier. Mais maintenant, il y a quand même une tendance où les gens s'équipent de plus en plus. Ils prennent conscience que c'est important, que la vue est importante, même si ils n'ont pas les statistiques que nous on peut avoir, à savoir que 80 ou 90% des informations perçues par le sportif sont d'origine visuelle, donc c'est quand même important de bien voir. Ils en sont conscients. Et c'est plutôt les campagnes générales sur l'importance d'une bonne vision qui peut-être leur fait prendre conscience de l'intérêt de s'équiper en lunettes pour le sport. Oui, et puis l'expérience qu'ils peuvent avoir aussi. S'ils sont gênés un jour pour courir ou pour faire du vélo, ils vont se dire faut quand même que je m'équipe. Et puis s'ils voient leur petit camarade qui est un peu meilleur qu'eux, ils vont peut-être se poser la question aussi du pourquoi il est meilleur. Peut-être parce qu'il voit un peu mieux, parce qu'il est mieux équipé ou qu'il a une meilleure perception visuelle. Donc les tendances quand même arrivent à changer de plus en plus. Comme vous disiez, c'est du loisir. Dans le loisir, ils ont tendance à investir de plus en plus quand même. Et c'est une bonne nouvelle. Oui. Nicolas, vous, quand on parle de sport, est-ce que vous pensez que les porteurs de lunettes pensent spontanément « il me faut des lunettes aussi » ? Non, alors je pense qu'ils n'y pensent pas spontanément, ils vont plus penser lentille de contact. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il y a une méconnaissance que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les gens, ils savent pas qu'ils pourraient avoir un équipement optique, des lunettes correctrices qui les protègent. Et en plus, ils connaissent pas les bénéfices que cela pourrait apporter, les fameuses lunettes dédiées au sport. C'est des lentilles, ça protège pas du vent, ça protège pas de la poussière, ça protège pas des chocs, ça protège pas de l'éblouissement. Donc il y a sans doute un travail, et je pense que c'est intéressant effectivement d'être là pour pouvoir justement faire plus en parler, puisque les gens vont pas spontanément le demander, donc il va falloir plus leur parler et leur donner tous les bénéfices des équipements solaires optiques. D'accord. Donc on n'a pas de chiffres sur tous les pratiquants, enfin sur le nombre global de pratiquants d'un sport, de ceux qui portent des lunettes qui sont spécifiques à cette activité. Ça, on n'a pas de chiffres. Non, c'est très difficile parce qu'il y a effectivement beaucoup de sportifs, comme par exemple pour le running, qui pratiquent leur activité avec leurs lunettes soit traditionnelles ou leurs lunettes de soleil qui n'a absolument pas de caractéristiques par rapport à l'activité sportive qu'ils vont réaliser. Et c'est bien dommage, on va le dire justement. Sophie, peut-être ce qu'on pourrait dire, il y a 35 millions de gens qui font du sport, il y a à peu près la moitié d'entre eux qui sont à métropole, et après ça va dépendre de la dépendance. Si par exemple la personne elle est très myope, elle va avoir besoin de lunettes. Si elle fait un sport comme de la musculation dans une salle, elle ne va pas forcément avoir besoin de mettre des lunettes. Et après, il va y avoir l'investissement personnel. Si je le fais en pratique haut niveau, je suis compétiteur, je vais m'équiper parce que je vais en avoir besoin. Par exemple, nous, on équipe un chauffeur de rallye qui s'appelle Thierry Neuville, qui a des problèmes dans la conduite de nuit. Lui, si on ne l'équipe pas avec des verres adaptés, des montures adaptées, eh bien, il va perdre des millièmes de seconde dans ses compétitions et pour lui, ça va être vital. Après, quand on en fait occasionnellement, on va en avoir moins besoin. Donc, en fait, il faut partir de ça. Nous, on estime qu'il y a à peu près 8 millions de personnes qui pourraient être équipées si on exploite toutes les opportunités du marché. Donc, c'est effectivement une cible qui est vraiment très importante. C'est énorme. Et c'est des grosses opportunités de business pour notre marché. Alors,
Nous avons 2 opticiens ici qui ont décidé voilà, de travailler ce segment-là. Renaud, pourquoi vous avez choisi, vous, de vous positionner sur le sport en particulier ? Entre autres, puisque vous ne faites pas que des lunettes de sport. Moi, au départ, c'était parce que j'aime beaucoup le sport. Donc, moi, j'avais une formation sur le sport. Donc, quand je suis arrivé dans l'optique, j'avais envie de développer ce rayon. Donc d'abord parce que j'aime le sport, et puis j'ai trouvé que c'était intéressant puisque c'est des marchés un petit peu moins développés chez les opticiens, donc sur lesquels on est beaucoup moins concurrencé. J'ai envie de dire, en général, quelqu'un qui passe le pas de la porte, qui est vraiment intéressé, il n'y a pas des milliards de devis dans la main, comme ça peut être le cas sur un... Donc ça peut nous ouvrir une relation clientèle plus facile, moins concurrencée, pour derrière redévelopper aussi un business qui peut être des fois un peu plus rémunérateur quand même. Donc c'est vraiment, voilà, ces axes-là qui m'ont plu. Et puis moi, je pense tout à fait que le business sur le sport à la vue, il y a vraiment du business à faire. La seule chose, c'est qu'il faut aussi se dire que malgré tout, il y a quand même pas mal de puissance sur des sports occasionnels qui vont pas lier un besoin d'optique de sport. Vous avez une petite myopie, vous avez des lunettes pour lire, etc. Au final, vous n'allez pas vous équiper en termes correcteurs. Donc, je pense qu'il y a un beau marché. Il ne faut pas surestimer le marché parce que malgré tout, il y a plein de puissance. Demain, vous avez des lunettes que pour lire. Vous allez courir sans lunettes correctrices. Donc, vous avez moi, je porte des lunettes. Là, en l'occurrence, je les ai pas. Je vais faire de mon sport sans lunettes. Donc, je ressens pas le besoin. Donc, ça, je suis d'accord, ça dépend vraiment du besoin après visuel. Mais s'il reste un marché, je pense qui est effectivement sous-exploité, peut-être sous-estimé encore. Mathieu, vous, pour quelle raison vous avez décidé de vous positionner là-dessus ? Pareil, j'aime le sport, on va dire, et pendant mes études, j'étais un an en alternance, on va dire, dans une ancienne nationale, on va dire en Île-de-France, où un des salariés était pratiquant également et qui m'a formé à certaines pratiques. D'accord. Quand je me suis installé, j'avais d'abord voulu développer, on va dire, ces sports-là en ultra local, et après, on va dire, c'est la demande qui a fait que je me suis élargi au niveau région, puis on va dire France, parce que il y avait une demande qui était tellement importante que j'étais par obligation, j'étais obligé de m'élargir, d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passait, quels étaient les besoins, et dans différents sports. Et un sport en entraîne un autre, et ainsi de suite. D'accord. Alors effectivement, quand on parle de lunettes dédiées au sport, vous en tant qu'opticien, vous développez beaucoup les lunettes correctrices de sport, mais il y a aussi toutes les lunettes afocales, comme vous dites, quand on n'a qu'une légère myopie, c'est pas forcément besoin de courir avec des verres correcteurs. Du coup, quand un sportif a l'idée de se dire je vais acheter des lunettes pour le sport, est-ce qu'on sait s'ils achètent plus souvent chez l'opticien quand même en afocal, ou dans la grande distribution spécialisée voilà, je ne citerai pas les marques, mais tout le monde sait à quoi je fais référence. Il y a 18 millions de solaires qui sont vendus en France, il y en a simplement 5 millions qui sont vendus chez l'opticien. Donc il passe à côté d'un business énorme. Il passe à côté d'un business énorme, et en plus de ça, sur ces 5 millions, il y a une énorme partie, c'est dans la deuxième paire. Qui est la deuxième paire qui est fournie. Donc le reste, il y a un marché à peu près 10 millions de solaires qui passent à côté de l'opticien, et les gens vont effectivement dans les magasins spécialisés. Comme vous dites, on ne va pas les citer. Donc il y a un gros potentiel de business, encore une fois, en faisant part en expliquant ce que l'opticien peut apporter, le conseil qu'il peut apporter. Parce que ce dont on se rend compte, lorsque l'on sonde, il y a eu un sondage qui avait été fait par la SNAV, qui disait que 15% des sondés considèrent que l'opticien peut leur apporter un conseil dans ce domaine-là. Donc il y a un potentiel très important qui est aujourd'hui inexploité dans la tête du consommateur. Donc, Gilles, comment vous expliquez, vous, que ce segment ne soit pas plus travaillé par les opticiens, parce qu'ils passent à côté de 10 millions de solaires, enfin, c'est quand même énorme. Alors, comment l'expliquer ? Je pense que c'est déjà par méconnaissance même de l'opticien, de savoir que ce type de produit existe. C'est une méconnaissance du produit, et ce que je peux comprendre, je suis aussi opticien moi-même. Quand on est devant un client, ce qu'on aime bien, c'est maîtriser le produit et maîtriser la demande, on va dire, du client qu'on a en face de soi et les possibilités optiques qu'on va pouvoir lui proposer. Je pense que c'est le principal frein, ça va être effectivement une méconnaissance. Donc une demande effectivement de formation au niveau des opticiens, parce que malheureusement au niveau du cursus du BTS d'opticien lunetier, il n'y a pas du tout de module sur l'équipement sur le de sport. Non.
il y a les lentilles, il y a un peu les enfants, bien sûr. Donc, avis à ceux qui rédigent le référentiel du BTS. Alors, il y a des cursus. Après, il y a des écoles qui font des CQP, même un peu sur la lunette de sport, mais pas plus que ça. Et ça demande quand même une connaissance un peu particulière. Il y en a aussi où le frein, ça a été le prix, parce qu'ils imaginent que la lunette de sport est relativement chère, ce qui n'est pas la réalité. Nous, même les formations, je ne vais pas dire les formations, mais les présentations qu'on peut faire même aux ophtalmologistes, qui sont aussi quand même les prescripteurs et qui sont la première personne que visite le client ou son patient et qui va lui poser des questions, il va pas oser non plus lui en parler au patient parce qu'il s'imagine que c'est cher alors que c'est pas vraiment cher. On va dire, ça peut être très très abordable, que ce soit une lunette de natation, un masque de plongée ou même une lunette de vélo. On a différents systèmes pour équiper une lunette de vélo qui permet d'en avoir pour tous les budgets. Et si je peux me permettre, on part de loin, parce qu'il y a 21% des Français qui n'ont pas de lunettes de soleil, et il y a un amétrope sur 2 qui n'a pas de solaire correctrice. Donc déjà, avant de se dire, je vais prendre une lunette spécialisée, solaire, etc., enfin vraiment, il y a un énorme boulot. Rien que la solaire correctrice, solaire correctrice pour aller courir, par exemple. Pour faire la marche à pied. La marche à pied, etc., du vélo. Mais pour revenir, on va dire, au nombre de solaires qui ont été vendus, c'est vrai que dans tout ce qui est, entre guillemets, sport classique, course à pied, vélo, il existe énormément de marques. Donc c'est vrai que le client final a pléthore de choix, on va dire, dans ses équipements basiques. À partir du moment où on vient sur le correcteur, ça fait peur aussi à certains opticiens de vouloir s'investir dans ce domaine par rapport à certaines obligations, certains besoins, une méconnaissance du produit. A contrario, il y a d'autres sports où il n'y a que 4-5 marques qui existent au monde, où là, on va dire, on part sur des sports qui sont beaucoup plus techniques, où là, on va dire, ça demande un investissement financier et temps pour connaître ces produits et pouvoir les proposer correctement. Alors effectivement, on a fait un petit sondage sur le site de l'OL Mag en amont de cette table ronde pour cerner un peu les pratiques des opticiens sur ce segment. Et quand on interroge ceux qui ne proposent pas ou très peu de lunettes de sport, le principal argument évoqué, c'est le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de clients qui sont susceptibles d'acheter ce genre de produit. Est-ce que c'est un argument qui se tient ? Gilles, je vous vois trépigner. Non, ça se tient absolument pas. Enfin, la preuve, puisqu'on a vu effectivement qu'il y a énormément de Français qui pratiquent un sport. Il y a à peu près un client sur 2 qui rentre dans leur magasin qui devrait être susceptible d'être intéressé par ce type de produit, puisqu'on a vu effectivement qu'il y avait que 60% des personnes qui pratiquaient une activité sportive hebdomadaire. Donc il y a une personne sur 2 qui peut être intéressée par ce type de produit. Quand les opticiens nous posent les questions, comment je peux faire pour développer ? Est-ce qu'il faut que j'aille voir des associations ? Est-ce qu'il faut que j'aille voir des clubs sportifs ? Je dis oui, c'est très bien. Maintenant, occupez-vous déjà des clients. Déjà, leur poser les questions uniquement. Est-ce que vous pratiquez un sport ? C'est une question toute bête finalement. La fiche client, on pose la question du métier que l'on va pratiquer, que le client va pratiquer, parce que c'est important pour connaître le besoin visuel du client, de la vie de tous les jours, mais il y a aussi son hobby et puis son activité secondaire. Et ça, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'opticiens qui ont pris le réflexe de poser cette question, et ils verront que si ils ont le réflexe de poser cette question, il y a énormément de personnes qui sont concernées dans leur clientèle. Renaud, vous l'avez, vous, ce réflexe ? Oui, on a le réflexe, mais je pense aussi surtout, si on veut vendre de la lunette de sport, il faut avoir de la lunette de sport. Si vous n'en avez pas en magasin, vous pouvez poser la question, mais à un moment, il va falloir avoir du produit. Donc effectivement, on développera un peu plus tard. Je pense qu'effectivement, les opticiens qui disent ça aussi ne vendent pas parce qu'ils n'ont pas. Oui. À un moment, on vend si on a. Je ne connais pas beaucoup de clients qui achètent sans pouvoir voir, sans pouvoir savoir de quoi on parle. Donc, je pense que dans la réflexion des opticiens, il y a peut-être effectivement le manque de questions, mais à un moment, faut pouvoir aussi répondre à la demande quand elle existe. Donc effectivement, selon notre petit sondage, la moitié des opticiens qui ont répondu ont dit qu'ils ont quelques montures en magasin, mais pas de segments qui sont bien identifiés. Surtout que le sportif, on va dire, c'est un achat, on va dire, quand il s'intéresse au produit, c'est-à-dire qu'il est prêt à l'acheter, il veut l'avoir tout de suite. Même si on n'a pas forcément la bonne couleur en magasin, il a vu le produit, il l'a essayé, seulement à cette condition, il est capable d'attendre. Si on lui montre sur un catalogue ou sur un écran, il partira du magasin et n'achètera pas ce produit-là au magasin alors que nous sommes capables de l'avoir. Si on l'a en magasin,
il va s'intéresser plus profondément et a de fortes chances, on va dire, de l'acheter. D'accord. Le produit, un des produits les plus typiques par rapport à ce que vous disiez, c'est la lunette de natation. Aujourd'hui, il existe bien sûr des lunettes de natation avec des corrections, on va dire, pré-montées. Et c'est vraiment le cas typique. C'est-à-dire que la personne en natation, on l'a vu tout à l'heure, n'a pas besoin d'une acuité visuelle absolument parfaite. C'est-à-dire que le petit myope ou le petit hypermétrope ne va pas être équipé ou ne va pas ressentir le besoin. Maintenant, dès qu'on commence à avoir une petite myopie, on va dire de moins 1,50, moins 2, à partir du moment où on a le produit en stock, l'opticien a le produit en stock et lui montre à quel point c'est quand même bien, avec en plus un traitement anti-buée et que le coût n'est pas gigantesque, on va dire 2 fois ou 3 fois sur 4, et il va passer à l'acte d'achat. Parce que la notoriété de l'offre est extrêmement minoritaire, en fait, c'est le chiffre que vous citiez. Quoi. Et Il y a uniquement 24% des Français qui n'ont jamais d'activité physique. Donc ça veut dire qu'il y en a 76% qui en ont une. Bon, c'est très lié à l'âge, évidemment, mais ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'en proposant et en faisant exister une offre, ça rencontre la demande, parce que les Français pratiquent le sport. Moi, si je peux me permettre, pour rassurer des opticiens quand même, il faut savoir que la lunette de piscine à la vue, c'est un super produit d'entrée, puisqu'on est à moins de 70 € l'équipement complet, on va jusqu'à moins 10, etc. Donc ça rassure, ça peut rassurer leur clientèle vis-à-vis des prix en optique de sport. Franchement, aujourd'hui, s'il y a des choses qu'on veut développer facilement et se mettre... Bon, franchement, c'est des choses assez méconnues. Quand les gens connaissent, en général, c'est vrai qu'ils ne trouvent pas ça cher. Ils achètent, et puis ça permet effectivement de prendre un peu confiance dans le secteur, qui n'est pas un secteur forcément simple, effectivement. C'est un secteur un peu technique, mais au moins... pareil, les masses de plongée, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire. On a des équipements correcteurs qui sont sur des forfaits à entre 150 et 190 € tout compris. Bon, en prix public, hein, j'entends. Donc franchement, voilà, je pense que ça ne doit pas être considéré comme un obstacle. La connaissance tarif au niveau vente et même achat fait peur à l'opticien. Et du coup, on va dire, n'ose pas stocker en magasin. Moi, en magasin, on va dire, je dois avoir... quasiment 6 ou 7 masques de plongée minimum en stock, certes en verre neutre, mais pour pouvoir les proposer, les faire essayer pour que justement le client final puisse dire ok, cette taille-là, elle me va, cette taille-là, elle est trop grande, pour qu'il choisisse en connaissance de cause et que le produit final correcteur lui convienne parfaitement. Donc effectivement, il faut proposer le produit pour susciter un intérêt. Est-ce que, Erwan, vous avez des chiffres concernant les tranches d'âge qui pratiquent le plus de sport que d'autres? Est-ce que les jeunes sont plus pratiquants que les jeunes seniors à partir des quinquagénaires qui, pour ce qui nous intéresse, est forcément presbyte, donc portent des progressifs? Alors là, l'intérêt pour la pratique sportive, il est surtout important en dessous de 50 ans. Plus particulièrement en dessous de 25 ans, mais chez les 25-49 ans, et chez les hommes aussi, on a un intérêt pour la pratique sportive qui est supérieur chez les cadres également en termes de catégorie socio-professionnelle. Donc il y a un basculement à partir d'un âge où on devient plus fan de sport que sportif soi-même. Mais devant le poste... voilà, il y a un petit basculement vers les 60 ans. Mais c'est, les moins de 50 ans sont quand même des sportifs réguliers, et on retrouve une surreprésentation des cadres et des hommes. Voilà, donc effectivement des gens qui ont un pouvoir d'achat assez important.